Le maire dit qu'il n'a rien fait, qu'il soit en dehors des directives du parti. C'est faux. Il ne peut jamais l'avoir dit. J'ai 3 certitudes dans cette affaire. 3. Dites-nous lesquelles. La première, c'est que ce n'est pas le chef de l'État qui a donné les instructions pour faire ça. Le chef de l'État est trop préoccupé par des questions hautement plus importantes pour la nation béninoise, pour s'impliquer dans la gestion d'un arrondissement particulier que peut-être même au-delà de Calavi, personne ne connaît. Ce n'est pas le chef de l'État. Il est plus élégant, il prend plus de hauteur. En tout cas, pour le président que moi je connais, je ne le vois pas en train de faire des choses comme ça. Et pourtant, sur le terrain, certains acteurs ont eu beau jeu de raconter que c'est lui qui a donné les instructions. J'ai même surpris sur certains forums, certains acteurs qui ont réussi à prendre une photo avec le chef de l'État et qui l'ont balancé sur les forums en faisant croire que voilà, ils ont l'oreille du chef de l'État et que c'est tout ce qu'il leur dit qu'il fait. Heureusement que beaucoup d'autres voient le président de la République, prennent des photos avec lui, mais ne les mettent pas sur le forum, sinon je ne sais pas où on en finirait. Deuxièmement, j'ai la certitude que ce n'est pas le parti, c'est ma deuxième certitude. Vous savez pourquoi? Je vous disais tantôt, le parti est bourré de têtes bien faites. Le parti sait que la loi lui donne la prérogative d'écrire au préfet pour obtenir soit la révocation, soit l'installation d'un chef d'arrondissement. C'est la loi qui le lui confère. Le parti ne l'a pas fait. Ah bon? Le parti, je vous dis bien, oui. Vous m'entendez bien, oui. n'a jamais écrit au préfet en lui disant « je retire ma confiance au chef d'arrondissement de Glo et vous propose en conséquence tel nom pour nomination ». Le parti ne l'a jamais fait. Je mets quiconque au défi de mettre cette correspondance-là sur la place publique. Je le sais d'autant plus que j'ai eu l'occasion de parler avec le président du parti et écrit. Donc il y a ce qu'il m'a dit, il y a également ce qu'il m'a écrit. Et jusqu'à nouvel ordre, le parti sait que pour changer le CA, il lui suffisait juste d'écrire une note au préfet pour lui demander cela. Il ne l'a pas fait. S'il l'avait fait, ce n'est pas un intérimaire qu'on aurait mis là. On l'aurait remplacé directement par le nom que le parti a proposé. Et j'ai même la faiblesse de penser que, en faisant ainsi, c'était un désaveu que le parti a voulu apporter au maire. Parce que le parti aurait pu rattraper la procédure en écrivant. Le parti ne l'a pas fait. Il savait que ce n'était pas opportun. Et donc la troisième certitude qui découle de ces 2 premières certitudes, la première c'est que ce n'est pas le chef de l'État, la deuxième c'est que ce n'est pas le parti, c'est que c'est le maire, avec sans aucun doute la complicité du préfet. C'est tellement vrai que quand vous voyez le processus, c'est d'une bassesse et d'une illégalité à nul autre pareil. Le président de la République n'aurait jamais pu faire quelque chose d'aussi mal cousu. Le parti n'aurait jamais pu faire quelque chose d'aussi mal cousu. Mais il y a une demande d'explication. Oui, justement. Et c'est de ça que je veux vous parler. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je suis venu avec. Ah bon? Dans la demande d'explication, il y a 2 choses qui ont retenu mon attention. La première, c'est le fait que le maire de Calavi ait choisi délibérément de violer le principe de neutralité de l'administration en opposant au CA de Glo des consignes données par son parti. Il y a 2 extraits dans la demande d'explication. Le premier, c'est qu'il dit « Il m'a été donné de constater de façon récurrente que vos propos et commentaires sont souvent teintés de critiques acerbes d'opposants au gouvernement central dont vous êtes le répondant et le représentant direct du chef de l'État au niveau local. » Première chose. Et à la fin de son texte, il écrit « Ces réactions sont contraires aux principes et directives de la formation politique dont nous sommes tous membres. » Autrement dit, il est jugé sur la base des principes et directives de sa formation politique. Et si ce monsieur avait été démocrate,
C'est les principes et directives des démocrates qui auraient prévalu dans son évaluation. S'il avait été BR, c'est les principes du BR. Il y a là une violation mais flagrante du principe de neutralité de l'administration. Et ensuite, quand j'ai cherché à savoir ce qu'on lui reproche, il a fallu aller à l'article 1er de l'arrêté communal portant suspension. Il dit, pour manquement grave à l'obligation de réserve. Donc, M. Boko est suspendu de son poste de chef d'arrondissement pour manquement grave à l'obligation de réserve. Et qu'est-ce que le maire appelle manquement grave à l'obligation de réserve? Il a reproché 7 choses. Il a relevé 7 points. Et vous allez voir, le tout premier point, il dit que le porte-parole du gouvernement aurait dit, le porte-parole, hein, oui, Moumbéji. Donc, parlait de la bonne foi du chef de l'État, son Excellence M. Patrice Talon, a quitté le pouvoir au terme de son mandat. Évidemment, il a dit, puisque le président lui-même s'est dit agacé toutes les fois où les journalistes lui posent une question qui, pourtant, selon lui, avait été complètement évacuée avec les nouvelles dispositions constitutionnelles qu'il a bien voulu intégrer à un moment où, s'il voulait rester, il aurait pu profiter pour modifier dans un sens différent. Il ne l'a pas fait. Alors, il paraît que quand le porte-parole a dit ça, le CA de Glo, qui est dans le même forum que un forum de partage, c'est écrit dedans, de partage d'informations et d'échanges prévu pour entre les conseillers de la commune. Quand il dit ça, voilà, il paraît qu'il aurait répondu « Prenons garde, car les pays sont éternels et nous passons tous. Est-ce que ce monsieur est dans le secret des dieux? Il me fait marrer des fois. » C'est ça que le maire considère comme un manquement grave à l'obligation de réserve. Deuxième chose qu'il lui reproche, il lui dit, sur leur forum, il y a eu une vidéo du professeur Théodore Olo sur la question du 3e mandat. Et à cela, il répond, c'est pour ceux qui pensent encore qu'il y a un être humain sur cette terre qui soit indispensable. Dans la perspective du 3e mandat que le professeur... Je me souviens avoir regardé cette vidéo aussi. Que l'on fasse un commentaire pareil ne me semble pas encore être un manquement grave à une obligation de réserve. Troisième chose, il paraît que c'est le député Maounion Capo, premier secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale, qui, à l'Assemblée nationale, fait un commentaire sur la femme et la sorcellerie négative. Sur quoi le CA aurait dit, au lieu de consacrer leur précieux temps à réfléchir sur l'avenir du pays ou de prospérer des sources de financement pour créer des conditions adéquates d'éducation à nos enfants, ils sont là à distraire le peuple. Je dénonce et je conteste. Ils considèrent ça comme une violation grave. Quatrième chose, il dit, vous avez critiqué l'alternance politique chèrement acquise au prix de grands sacrifices de notre peuple. Qu'il est critiqué. Le maire considère que parler de l'alternance politique devient un manquement grave sur des sujets, par ailleurs, qu'ils introduisent eux-mêmes sur un forum dans lequel ils ont inscrit tous ces gens-là en disant qu'il s'agit de forums d'échange et d'information, donc sur lesquels on est amené à opiner. Donc, je trouve quand même curieux cette façon de voir les choses, de savoir si nous sommes dans un contexte de non-alternance ou pas. Cinquième point, il lui dit, plus loin, vous avez critiqué le système partisan, dont vous êtes un pur produit. En ces termes, je pense humblement que les partis, très mal gérés actuellement, je pense qu'il manque le son. Soyons sincères, rangeons notre hypocrisie. Je ne vois pas en quoi un acteur politique, et ça je le précise au passage, les CA sont des acteurs politiques,
qui pense que des partis au Bénin sont mal gérés et qui le dit, pose un problème. Au point où on le sanctionne en parlant de manquement grave à une obligation de réserve. Et le 6e point, on se croirait, je ne comprenais rien quand je lisais tout ça. Dans une analyse comparative des institutions, suite à la nomination par le président américain Donald Trump de son gendre, Charles Kushner, vous avez déclaré « Comparaison n'est pas raison, mon cher. Les États-Unis est un pays de grande civilisation. Tout est fait là-bas sur la base, nanana. » On décide de le sanctionner pour ça. Et 7e, le seul sur lequel directement le nom du président de la République est intervenu, on dit « Puis en commentaire de la publication sur une portion du discours de l'État de la Nation du 20 décembre 2024 par son Excellence M. Patrice Talon, qui disait « Le Bénin a trouvé son chemin », 3 points de suspension. Il écrit « Je ris ici seulement ». Sorti de son contexte, on peut tout faire dire à cette portion de phrase. Donc j'avais du mal à comprendre. Je me suis dit, le maire a sans doute une conception particulière de la notion juridique de manquement grave à une obligation de réserve, surtout quand elle est appliquée à un acteur politique, et ce qui lui a permis d'aller comme ça, en toute violation, par exemple, de la neutralité de l'administration, d'opposer des règles d'un parti à la sanction d'un acteur. Je pense que c'est très dangereux. C'est d'autant plus dangereux que ça peut arriver à tout le monde. C'est même pas, quand moi je le dénonce, c'est pas par rapport à M. Bokor. C'est que ça peut arriver à tout le monde. Et donc, quand je vois ça, je me suis dit, le préfet avait l'occasion rêvée d'annuler cette affaire. En rappelant au maire, s'il y a des règles de l'administration publique qui ont été violées, il faut les énoncer. Mais si vous ne le faites pas, je vais pas vous accompagner. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il prend son acte, il prend son arrêté, et dans cet arrêté-là, apparaît une nouvelle contradiction. Ah bon? Oui, parce que l'arrêté du préfet est intitulé « Arrêté portant constatation de la révocation ». Révocation. Alors que l'arrêté du maire, c'est portant suspension. Je pense que du point de vue du droit, il y a une nuance. Okay. Je pense globalement, quand on regarde les tests sur la décentralisation, c'est le préfet qui a raison et c'est le maire qui devrait réajuster. Mais en tout cas, il y a nécessité pour sortir de cette cacophonie-là de faire ça. Et le pire, la 4e chose qu'on peut reprocher à cette démarche cavalière, qui manifestement n'est pas de nature à répondre aux attentes ni du président du parti, ni du président de la République, qui sont tout le temps au rassemblement. On est allé dans la violation, dans la désignation de l'intérimaire, dans la violation de l'article 176 du Code sur l'administration territoriale en République du Bénin, qui prévoit les critères cumulatifs pour être désigné CA, fut-il intérimaire. Et donc, quand on met tout ça l'un dans l'autre, on se dit qu'il y a incontestablement une cabale au niveau local qui est préjudiciable au rassemblement et au-delà du rassemblement, aux défis qui se présentent à ce grand parti, notamment dans la circonscription la plus importante en termes électoraux que représente la 6e circonscription. Voilà. Et je pense, pour finir sur cet aspect, qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce monsieur devrait être réhabilité dans ses droits, c'est d'autant que malheureusement, il a sans doute au niveau de son boulot aussi un directeur sur lequel il convient de s'interroger, qui a éprouvé le besoin, après cette sanction, alors même qu'il était en congé, de le démettre de ses fonctions. Il était chef service, il le ramène un simple agent d'accueil
des usagers, des clients. Bon, je pense que c'est des problèmes auxquels il faut s'attaquer à un moment ou à un autre dans la perspective du rassemblement tant demandé par les responsables du parti, et alors que c'est des actes incontestablement de division, de séparation, toutes choses préjudiciables aux intérêts majeurs de ce parti. Et qu'est-ce que vous avez fait en tant que député de la 6e? Est-ce que le maire, il est membre du parti, vous êtes député, et je pense que dans le cadre de ces rapports, il devait avoir une sorte de fluidité dans les rapports. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, avec le préfet aussi, le ministre de la décentralisation? Est-ce qu'on vous connaît un très bon négociateur, mais apparemment vous avez échoué sur ce point? Absolument, j'ai échoué sur ce point. D'abord, j'ai regretté que le maire ne m'ait pas fait l'amitié de m'informer de ce qu'il allait faire, vu que je suis quand même député et qui n'a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour aller me voir ou me demander de venir. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour le préfet. Quand ça a commencé, je n'ai pas pu m'empêcher de l'appeler, mais je me suis rendu compte que sur ce coup, je n'ai pas été entendu, je le regrette. Je le dirai à toutes les occasions que j'aurai. Tant que ce monsieur ne sera pas réhabilité dans ses droits, je vais continuer de dénoncer. Et à moins qu'il y ait une solution consensuelle qui se dessine, sinon je trouve que c'est un fâcheux précédent. Voilà. Vous avez besoin de cohésion, vous l'aviez dit, pour faire face aux défis des élections générales. Et je lis les réseaux sociaux, je sens qu'il y a déjà un clivage. Il y a les pro-CA, M. Bokor qui est parti, ceux qui sont installés, les gens s'affrontent sur les forums de Kelavi, comme j'ai aussi une résidence à Kelavi. Je suis sur ces forums-là, il y a un affrontement entre les deux. Comment on peut calmer? C'était prévisible quand on fait ce qu'on a fait, dans les conditions que je viens de vous décrire, qu'on a forcé pour trouver une qualification juridique, manquement grave à une obligation de réserve. Notion presque, je ne dirais pas fourre-tout, mais dont la compréhension par le maire est tout à fait particulière. Que l'on réponde désormais à des vidéos du professeur Olo qui n'est pas, me semble-t-il, étiqueté UPR, devienne un manquement grave à une obligation de réserve. Franchement, si les politiques ne répondent pas à des intellectuels, je ne sais pas qui va le faire. Bon. Et donc, je pense effectivement que les conditions dans lesquelles ça a été fait sont regrettables, sont préjudiciables. Mais je pense aussi que nous sommes tous des adultes, quoi. On sait s'asseoir, on sait reconnaître nos torts, on sait surmonter surtout, et surmonter les clivages. Donc aujourd'hui, plus tôt on le fait, mieux ça vaut en effet, plutôt que de laisser... Parce que là, nous sommes au niveau local. Oui, c'est ça. C'est très sensible. C'est direct, c'est direct avec l'électorat et je pense que nous avons intérêt à régler ça. De toute façon, le professeur Diagonou qui nous suit, qui nous fait l'honneur de nous suivre tous les dimanches, entend bien. Je n'ose pas dire un cri de cœur, mais un cri de principe et de raison. Oui, c'est un cri de raison, tout simplement. Raison, ouais. Vous savez, je ne fais pas beaucoup dans l'irrationnel, dans le passionnel, non. C'est pour la première fois qu'on voit qu'un sujet comme ça vous tient à cœur, souvent au niveau local, parce que très rarement, c'est vrai. Ces sujets ne sont pas... Non, quand on a atteint la limite de l'injustice, ça le donne de me révolter. Voilà. Je pense que c'est de l'injustice. Voilà. Nous avons beaucoup de questions pour vous, hein, les téléspectateurs, mes collègues. Il y a beaucoup de questions, mais avant de lire vos questions, n'est-ce pas, au professeur Tokpanou, je vais aborder la dernière ligne droite, n'est-ce pas, de ce entretien. Il s'agit de ces défis. On a parlé déjà des défis relatifs, n'est-ce pas, aux élections générales, communales, législatives. Vous avez plaidé ou bien vous avez recommandé la cohésion. Il faut une cohésion pour atteindre ces objectifs. Mais il y a deux déclarations ou bien deux points de vue
qui semble être concordant et qui m'amène à poser une question, pas pour le député, mais pour le politiste, pour le professeur. D'abord, la première déclaration, c'est celle du chef de l'État dans Jeune Afrique qui disait à mes collègues qui l'ont interviewé qu'il n'est pas exclu que Boni Yayi et lui un candidat commun, un duo de candidats communs, et qui leur dit que cela n'est pas possible. Et puis la deuxième déclaration elle est reprise par Ahmed Renaud Agbodjo récemment pour dire qu'il faut prendre au sérieux cette hypothèse. Il est avocat, il est membre du parti Les Démocrates, et donc ça devient une hypothèse plausible vu la qualité des acteurs. D'abord, c'est le chef de l'État, le chef de la majorité, qui évoque cela comme hypothèse. Et tout ce qui vient du président de la République, il faut prendre ça au sérieux. En tout cas, pour les desk politiques, la parole des politiques, nous les prenons tout ça au sérieux, nous analysons cela. Et il y a un membre influent, je peux ainsi dire, du Parti Les Démocrates, n'est-ce pas, qui dit qu'il faut prendre l'hypothèse là au sérieux. Et troisièmement, c'est que il n'y a pas eu de démenti depuis l'interview du président de la République dans Jeune Afrique du Parti Les Démocrates, qu'on connaît très prompt, n'est-ce pas, les députés à réagir sur beaucoup de faits venant de la majorité. Alors, la question pour le professeur, c'est que, est-ce qu'un candidat commun, UP Le Renouveau, parti majoritaire, et les démocrates, est-ce que cela ne paraît pas une incongruité au plan éthique et moral? Une incongruité, je pense que c'est pas probable. Voilà. C'est du domaine des possibles, mais pas du domaine des probabilités. Non. Quand j'ai entendu le président de la République, j'ai retrouvé le président qui n'est intéressé que par une seule chose, la compétence. En fait, ça, c'est caractéristique du président de la République. Pour ceux qui le connaissent, ils pourront vous le dire. Une culture de la performance. Voilà, culture de la performance, c'est clair. Et ensuite, il a le sens de l'État. Et quand le président de la République, Patrice Talon, dit que je suis prêt à soutenir un candidat de l'opposition si c'est le meilleur, c'est la compétence qui passe au cœur de son raisonnement. C'est pour cela que j'ai dit c'est du domaine des possibles. Le président peut le faire, lui, le président Patrice Talon. Donc c'est possible. Mais je suis sûr que c'est improbable. C'est improbable parce que entre ce qu'il voudra faire lui-même et ce que voudront tout ce beau monde et les autres autour de lui, ils vont rendre le possible difficilement possible. Donc je ne pense pas. Mais lui, c'est de son côté ça. Ça va être la même chose du côté de l'opposition. Si le président Yayi Boni, qui est le président et non pas Renaud Agbodjo, donc normalement au président de la République devrait répondre à une intervention du président Yayi Boni et non pas de Maître Agbodjo. Donc pour moi, ce n'est pas de même niveau analytique. Mais si le président Yayi Boni décide demain de soutenir quelqu'un et il apprend que le président Talon accepte de l'accompagner, il va renoncer. Lui, il va dire non, que c'est un piège. Et je ne suis même pas sûr que ceux qui sont autour de lui accepteront à ce moment-là. Donc je ne pense pas, c'est pas probable. Et je pense, sans être celui qui connaît le mieux le président Talon, qu'il a également un sens de l'humour. Des fois, de l'humour de très grande classe. Si vous n'êtes pas un esprit assez subtil, vous ne vous en rendez pas compte. Je pense que là, il était dans le domaine de l'humour. Je pense, je peux me tromper, mais comme vous me posez la question en tant que prof et non pas en tant que député. Je me permets de dire ce que je pense. Oui. Voilà, ok. C'est entendu. Voilà. Il vaut mieux qu'on le dise comme ça. On a beaucoup de questions pour vous, des questions aussi de jeunes universitaires. J'ai reçu sur la question toujours relative au code électoral. Oui. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de questions, mais je vais vous lire les questions. Je ne sais pas si on va lire mais vous allez répondre. Nous sommes à 20 minutes de la fin. Je ferai ce que vous me demanderez. Ok, d'accord. Bonjour le plateau. Ça, c'est la série des questions aussi de mes collègues du Conseil de l'Entente. Nous sommes
les héritiers des pères fondateurs de l'espace entente. C'est une excellente chose. De plus en plus, nous aurons des questions relevant de mes collègues de Fraternité Matin, de La Nation, et puis des journaux du Niger, du Burkina, bref, des 5 pays du Conseil de l'Entente. De plus en plus, nous avons des questions qui vous sont posées, surtout sur le code électoral et, n'est-ce pas, sur la paix. La plupart des questions de mes collègues, c'est pour qu'il y ait la paix au Bénin. Voilà, bonjour le plateau. Moi, c'est Désiré Metton. Mes questions sont les suivantes. Peut-on assister aux primaires dans le camp de la majorité présidentielle ou ce sera un choix du président? 2. Que soupçonne réellement l'opposition dans le code électoral? Quelle appréciation faites-vous du social des 9 ans de la gouvernance du président Talon? Je pourrais faire les questions, on va revenir sur ça. Comme vous voulez. Oui, voilà. Bonjour le plateau, bonjour honorable. Question, vous avez été membre de la commission de relecture de la Constitution qui a abouti au dialogue national en 2021. Vous êtes un professeur de droit, vous êtes actuellement député à l'Assemblée nationale. Honorable, dites-nous clairement ce que prévoient les tests au cas où aucun parti ou alliance de partis n'obtient 20% prévu par le code électoral. Je vous remercie. Je voudrais demander si les 20% concernent toutes les circonscriptions électorales en ce qui concerne les législatives à venir. Bonjour le plateau, je salue l'invité. Étant un élu donc choisi par le peuple, quelles sont vos appréciations sur les conditions de vie des AME au Bénin? AME, ce sont les aspirants métiers d'enseignant. Martial Adaye depuis Abomey. Bonjour le plateau, je voudrais demander au professeur s'il est sûr qu'au lendemain de la présidentielle 2026, que cette mouvance ne volera pas en éclat à cause des intérêts des uns et des autres. Corvi Banabé. Bonjour TVC, bonjour professeur Tokpanou. Mes questions sont les suivantes. 1. Le professeur a expliqué la question des 20% qu'il juge bon. OK. Pourquoi encore cet accord de gouvernance? En tant qu'un sage, est-il sûr que sans cet accord, le BR et l'UPE pourront avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales? Si oui, qu'on conserve les 20% et supprimer purement et simplement l'accord de gouvernance et permettre à chaque parti de faire le combat seul. Pourquoi refuser de donner les PV à chaque parti pour preuve en cas de concertation? Moustapha H. Question 1. Que pensez-vous des déclarations des soutiens de la rupture qu'il ne faut que peindre en noir le régime de Yahi auquel vous avez été l'un des acteurs? Avez-vous encore des relations personnelles avec votre ancien mentor ou bien la politique a eu raison d'elle, des relations? Qu'en pensez-vous qu'avec le code électoral voté, votre majorité pourra nous conduire aux élections législatives 2026 sans problème? Tchak Bonon Louis. Bonjour, honorable Tokpanou. Juste savoir pourquoi le parti UP Le Renouveau n'a pas désapprouvé la décision du maire après la suspension du CA. Je voudrais demander à notre cher professeur si je comprends bien, les 20%, c'est pour les législatives et qu'en est-il pour les communales? Gilbert depuis Savalou. Bonjour professeur, mon enseignant et mentor en dépit de nos divergences politiques. 1. Pourriez-vous, monsieur le professeur, nous faire part de votre analyse sur l'article 81 de la Constitution, lequel dispose que la loi détermine le seuil minimal de suffrage à atteindre au niveau national pour l'attribution des sièges? Autrement dit, le législateur est-il habilité à aller au-delà de la disposition constitutionnelle relative au seuil national et à instaurer un seuil supplémentaire de suffrage au niveau de chaque circonscription électorale pour conditionner l'éligibilité des listes à l'attribution des sièges? 2. En rappelant que notre système repose sur le principe de la démocratie représentative, je souhaiterais que le professeur éclaire notre compréhension sur le mécanisme par lequel certaines dispositions législatives peuvent aboutir à la formation d'un parlement monocolore en dépit d'un équilibre des forces politiques qui, à première vue, devrait produire une représentation plus diversifiée. 3. Comment peut-on justifier auprès des électeurs, émanation du peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, ayant massivement accordé leur confiance à une liste de candidatures dans 23 circonscriptions sur 24, que cette même liste se trouve privée de toute représentation à l'Assemblée nationale au seul motif qu'elle aurait échoué à atteindre le seuil de 20% des suffrages exigés dans une seule circonscription électorale. Enfin, je me permets de demander si le professeur Prudent Victor Tokpanou endosse intellectuellement et politiquement
cette série de réformes et s'il en revendique pleinement les implications. C'est Franck Okey, il s'appelle. D'accord. Voilà. Je lui réponds directement. Oui, vous pouvez répondre. Pour ce qui concerne ta première préoccupation, l'article 81 de la Constitution, comme c'est de lui qu'il s'agit, je lui ferai une réponse intitulée personnelle. Oui. Il a dû lui être enseigné en droit constitutionnel, puisque je le sais très porté sur les questions constitutionnelles. À la question de savoir qu'est-ce qui est constitutionnel, vous savez ce qu'on répond? Ce qu'on enseigne aux étudiants est constitutionnel, ce que le Conseil constitutionnel a déclaré comme tel. Parce que le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, demeure le seul interprète authentique de la Constitution. Le seul interprète authentique de la Constitution. Et donc, quand les députés ont voté une loi que la Cour constitutionnelle déclare conforme, les députés n'ont pas d'autre choix. Effectivement, c'est pour ça qu'il a dit qu'il ne s'adresse pas aux députés, il s'adresse aux professeurs. Peut-être qu'une autre composition de la Cour constitutionnelle aurait fait une lecture différente. Peut-être. Je dirais même certainement. Parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles, plusieurs analyses possibles. Et donc, effectivement, c'est discutable. Mais ce n'est pas l'Assemblée qui est en cause, là. Si on va jusqu'au bout, on dira que c'est la Cour constitutionnelle qui a fait une mauvaise interprétation. Et moi, je ne suis pas là pour parler de la Cour constitutionnelle. Et je sais faire la différence entre le député et l'enseignant, mais je sais aussi jusqu'où je ne dois pas aller. Je peux recouvrer ma liberté d'expression totale lorsque je suis devant les étudiants, mais en tant que député, je suis tenu également par des obligations de réserve. Nous voici. Et donc, là, vous n'êtes pas sur un forum, là, vous êtes voilà, sur un plateau de télévision ouvert au public, c'est différent. Donc, je pense qu'il est possible de faire des lectures différentes. Ça, je le lui concède volontiers. Et donc, forcément, c'est pas, il ne me revient pas à moi. Aujourd'hui, personne ne pourra dire que c'est l'enseignant qui parle. On dirait que c'est le député de la mouvance qui parle. Et donc, ça aussi, j'en tiens compte. Voilà, et pour les questions des autres, notamment sur la suspension du CA, le parti n'a pas réagi jusque-là. Il y a un long silence. Est-ce que vous ne faites pas un combat seul? Ah non, non, non. Vous savez, quand je fais mes combats, je n'attends le soutien de personne, en règle générale. C'est quand je pense que mon seuil de tolérance est atteint que j'agis, je n'attends personne. Mais, comme j'ai dit, j'ai déjà eu l'occasion de parler avec le président du parti, j'ai des échanges avec lui, il m'a promis que le parti allait se saisir de l'affaire. C'est pour ça que j'ai pu dire que ma deuxième certitude, c'était que ce n'était pas une initiative du parti. Donc je pense qu'à un moment donné, le parti le fera. Et donc j'en déduis qu'aujourd'hui, c'est presque une forme de désaveu au maire que de n'avoir pas pris, de n'être pas allé à son secours alors qu'il est dans le naufrage. Est-ce que le nouveau, mais la nouvelle installée, vous avez eu des rapports? Est-ce qu'elle s'est rapprochée du député? Oh ben non, je ne pense pas qu'elle en ait besoin. Si le jour où elle en aura besoin, elle le fera, mais elle n'a pas d'obligation d'aller vers un député. Non. Et à l'évidence, lorsque nous aurons une activité du parti, on se verra. Ça par contre, ça va de soi. On y sera tous. D'accord. Et que pensez-vous des déclarations de soutien de la rupture qui ne font que peindre en noir le régime de Yahi auquel vous avez Oui, bon, ça, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont destinés à faire la politique politicienne et d'autres qui sont destinés à prendre un peu plus de hauteur. Ce que je sais par nature, c'est qu'aucun régime n'est jamais totalement parfait, ni au Bénin, ni ailleurs. Donc, dire qu'il y a des choses à reprocher au régime de Yahi, je serai peut-être le premier aussi à en faire une liste, bien qu'ayant travaillé avec. De la même manière que si on doit parler du régime Talon, il se trouvera des gens qui trouvent des défauts, des dérives, tout ce que l'on veut. Bon, je veux dire, ça c'est un jeu naturel. Moi, je ne ferai pas ce type de jeu à titre personnel. Donc, voilà, j'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour les aînés.
Voilà, bon, vous avez déjà expliqué les 20%, le professeur a expliqué la question des 20% qui jugent bon, ok. Pourquoi encore cet accord de gouvernance? Voilà, voilà. Ouais. Et ça me donne l'occasion de revenir là-dessus. Effectivement, à la réflexion, l'une des préoccupations des députés a été de dire, ok, nous voulons 20%. Mais si, au lieu de 20%, donc je vous ai dit, 20%, c'est parce qu'on espère qu'il y aura 5 partis qui auront chacun 20%. Mais si on se retrouve avec 10 partis qui ont 10%, aucun n'a 20%, les 10 sont 10%, ou alors qu'ils ont 12, 15, 19, on s'est dit que ce serait dommage d'avoir fait une loi qui crée le chaos. C'est pour ça qu'on a prévu la possibilité pour des partis qui pensent qu'ils pourraient avoir chacun 10 ou 12 ou 13, pour ne pas perdre les 10% qui se mettent en alliance. Enfin, on n'a pas voulu utiliser le mot alliance, mais ça y ressemble, qu'on le veuille ou non, accord de gouvernance parlementaire qu'on l'a appelé. Et donc, c'est une solution justement pour éviter le chaos. On ne le dit pas assez. Donc les 10%, c'est pour venir en rescousse à la possibilité pour aucun parti de n'avoir 20%. Vous comprenez? C'est-à-dire s'il y a 7 ou 8 qui ont 12, 10, si avant, connaissant leurs forces, chaque parti doit pouvoir jauger ses forces. Connaissant leurs forces, ils savent qu'ils ne pourront pas faire plus de 12%. Il vaut mieux qu'ils aillent en alliance, enfin en accord de gouvernance avec les autres partis de même calibre. Et dans ce cas-là, la loi prévoit que tous ceux qui ont 10 et au-dessus leurs voix sont comptabilisées. Et donc je pense qu'on a tout prévu dans cette loi. Elle n'a pas été faite pour le chaos. On a anticipé sur les chaos. Et je pense qu'on ne pourrait pas faire meilleur travail. Maintenant, on peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Mais il faut nous prouver que ça va être mieux ce qu'on va nous proposer. Et donc c'est ça l'explication de ces 10%. Pourquoi ne pas leur ramener à 10%? Non, on a voulu maintenir la barre de 20%. Mais en plus, ça me donne l'occasion, il y a aussi une dimension du débat qu'on n'évoque pas souvent. Et c'est en cela que moi, je suis sous le charme de l'esprit de sagacité du président de la République quand il évoquait cette question. Même moi, quand on en parlait au début, je n'ai pas vu. Il y a une dimension sociologique importante dans cette loi. C'est quoi? C'est que depuis toujours, nous avons construit dans notre pays une société de méfiance. Oui. Une société de méfiance. Il y a quelques années, la Banque mondiale a fait une étude sur ce qu'ils appellent le capital social, étant entendu comme étant les relations de confiance entre les individus dans la société. Et dans le classement, le Bénin venait très très loin. Et le représentant de la Banque mondiale à l'époque m'expliquait que quand on va au Nigeria à 8 heures, et qu'on leur dit, on a besoin que vous vous mettez en groupe de 10 pour monter une affaire avant midi parce qu'il y a 1 milliard à prendre, déjà à 9 heures, les Nigériens sont revenus avec des groupes de 10, de 20, de 30. Mais quand on arrive au Bénin, qu'on fait le même exercice, l'argent repart parce que les Béninois ne sont pas capables de se mettre ensemble pour travailler. Et il est allé jusque dans les détails du registre du commerce pour m'expliquer que plus de 75 à 80% des sociétés sont unies nominales parce que justement, il y a une certaine méfiance qui anime nos relations interpersonnelles qui ne nous permettent pas de nous mettre ensemble. En voulant cette réforme et en voulant les partis nationaux, le président contraint les acteurs à travailler ensemble. Vous voyez le parti UP? Dieu seul sait que quand vous voyez toutes les têtes qui sont dedans, en temps normal, ne se seraient jamais mis ensemble pour travailler. C'est quasiment impossible. Donc, pour moi, c'est une belle architecture sociologique initiée par le président qui mérite d'être accompagnée avec ces difficultés. Et je pense que là, aujourd'hui, nous sommes en période de crise parce que les gens se sentent à l'étroit.
il faut pouvoir trouver les moyens de les accompagner. C'est en cela que le discours sur le rassemblement permet de prolonger ce rêve. Et je pense, dans 2-3 élections présidentielles, donc autour de 2036, les choses se seront bien huilées. Aujourd'hui, les critiques d'aujourd'hui deviendront un souvenir. Voilà. Et nous tendons vers la fin de cette émission. Il ne reste que 3 minutes. Voilà. Et je vais vous poser une question. Après 2026, le président de la République a dit qu'il ne sera plus actif. Il va passer son temps, entre autres, à jouer à la pétanque, à jouer aux boules. En 2026, il aura 68 ans. 2026, vous aurez 63 ans. Donc, il est votre grand frère de 5 ans, votre aîné de 5 ans. Vous allez l'accompagner à jouer les boules? Non, je vais l'amener à jouer au foot. Moi, je joue au foot. Mais lui dit qu'il veut jouer au pétanque, parce que c'est lui le grand frère. Oui, bon, c'est des Quand fois le grand aussi frère dit... entraîner le grand frère. Ah, on peut entraîner aussi le grand frère? Oui, bien sûr. Donc le président sait se laisser entraîner. Ah bon, d'accord. Pour des choses comme ça. Okay. J'irai peut-être au boule une ou 2 fois, mais si je n'arrive pas à l'amener au foot, j'aurais joué. Et je sais qu'il aime aussi le foot. Je vois bien les efforts qu'il fait pour notre équipe nationale et surtout le bonheur qu'il dégage lorsque nous sommes qualifiés. Voilà, j'ai vu la dernière fois, j'étais impressionné. Ok, donc vous l'avez amené à la Béninoise chez vous? Ah non, là c'est trop. Il va nous trouver un terrain à gazon synthétique. Il y en a plein dans la ville. Chez nous, on joue sur un terrain dur. Voilà. Donc on ne va pas l'emmener là-bas. D'accord. Merci, honorable.